Pour quiconque regardait de l'extérieur, ma vie ressemblait à une double page de magazine. Une belle maison en banlieue, un mari avec une bonne situation, une belle-mère qui faisait du bénévolat à la paroisse tous les dimanches. Les gens m'arrêtaient au supermarché pour me dire « Tu as tellement de chance, ma chérie. Tu es vraiment bien tombée. » Je souriais à chaque fois. J'étais très doué pour sourire. Mon mari, je l'appellerai mon mari parce que c'est ce qu'il était, même s'il avait oublié qu'il m'avait demandé en mariage un mardi. Pas un mardi spécial. Pas notre anniversaire, pas mon anniversaire, même pas un week-end. Un mardi de février sur le parking d'un restaurant Hippopotamus, parce que nous venions de dîner et qu'il a prononcé ces mots presque comme s'il me demandait de lui passer le sel, je crois qu'on devrait se marier. J'ai répondu, oui. Je ne sais pas pourquoi j'en ai encore honte aujourd'hui. J'avais 28 ans. J'avais un travail que j'adorais, coordinatrice de projet dans une agence de marketing de taille moyenne en centre-ville. J'avais mon propre appartement, petit mais à moi, avec une fenêtre qui captait parfaitement la lumière de l'après-midi. J'avais un compte épargne, un abonnement à la salle de sport dont je me servais vraiment, et un groupe de copines qui me faisaient rire à m'en donner mal au ventre. Moins de 18 mois après avoir dit oui sur ce parking, je n'avais plus rien de tout cela. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Ce n'est jamais le cas, n'est-ce pas? Ce furent de petites requêtes, de petites suggestions. Ma belle-mère a pensé qu'il serait plus logique financièrement que nous emménagions dans la maison familiale. Elle avait de la place, nous pourrions économiser pour acheter notre propre maison. Mon mari a trouvé l'idée géniale. Je pensais que ce serait temporaire. J'ai emballé les affaires de mon appartement et je me suis dit, 6 mois, peut-être 1 an. C'était il y a 3 ans. Le travail y est passé ensuite. Non pas qu'on m'ait renvoyé, mais parce que ma belle-mère avait besoin d'aide à la maison, parce que les horaires de mon mari étaient imprévisibles, parce qu'il fallait bien que quelqu'un soit à la maison. Tu pourras toujours reprendre le travail plus tard, a dit mon mari. On gagne assez. Il a dit ça avec tellement de bon sens. Il disait toujours tout avec tellement de bon sens. J'ai posé mon préavis d'1 mois et j'ai pleuré dans ma voiture pendant tout le trajet du retour. Puis je suis rentré, j'ai préparé le dîner, et personne ne m'a demandé comment je me sentais. Je veux que vous compreniez ce que j'ai ressenti pendant ces 3 années avant de vous raconter ce qui s'est passé, parce que je pense que parfois, quand les gens entendent des histoires comme la mienne, ils se disent « Pourquoi n'est-elle pas simplement partie ?» Et la réponse honnête, c'est que j'avais oublié que j'en avais le droit. J'avais oublié le son de ma propre voix quand je n'étais pas en train de m'excuser, de me justifier ou de me faire toute petite pour que tout le monde se sente plus à l'aise. J'avais oublié que j'avais été, autrefois, une personne avec des opinions, des projets et un compte épargne. Ma belle-mère gérait la maison comme un général gère une caserne. Sa cuisine, ses règles, ses horaires, ses standards. Si je pliais mal les serviettes, elle les repliait devant moi sans dire un mot, juste avec ce regard patient et apitoyé, celui qu'on lance à un enfant qui n'arrête pas de renverser son lait. Mon mari voyait tout. Il ne disait rien. C'est la chose chez lui que j'ai mis le plus de temps à nommer. Il n'était pas cruel. Il était juste absent. Physiquement présent, mais émotionnellement déconnecté, comme un immeuble où toutes les lumières seraient éteintes. J'ai commencé à remarquer des choses environ 1 an avant que tout ne s'effondre. De petits détails au début. Il restait plus tard au travail. Il a commencé à faire attention avec son téléphone, pas assez secret pour que ce soit évident, juste prudent. Un certain angle de l'écran quand j'entrais dans une pièce. Une pause avant de répondre quand je posais une question simple. J'ai classé ces observations comme on garde des tickets de caisse dont on n'est pas sûr d'avoir besoin, juste au cas où. Puis un soir de mars, pendant qu'il était sous la douche, son téléphone s'est allumé sur la table de chevet. Je ne fouillais pas. Je passais juste à côté. Mais j'ai vu le nom et j'ai lu les 2 premières lignes du message, et tout mon corps s'est figé. Elle s'appelait Camille. Je ne connaissais aucune Camille, mais apparemment mon mari la connaissait très bien. J'ai reposé le téléphone exactement là où il était. Je suis descendu. Je me suis fait un thé que je n'ai pas bu. Je me suis assise à la table de la cuisine pendant un long moment dans l'obscurité, et ce que j'ai ressenti n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à être dévasté. Ce que j'ai ressenti à la place était beaucoup plus silencieux, presque comme une soudaine lucidité. Comme ce moment où vos yeux s'habituent enfin à l'obscurité et que vous pouvez distinguer les contours de la pièce dans laquelle vous vous tenez depuis le début.
Je n'ai rien dit, pas encore. J'avais besoin de réfléchir. Je devais être intelligente, car voici ce qu'on ne vous dit pas quand vous dépendez financièrement de quelqu'un, ce n'est pas seulement l'amour qui vous piège. C'est la logistique. Je n'avais aucun revenu. Mon nom ne figurait pas sur le prêt immobilier. J'avais peut-être 400 € sur un compte que ma belle-mère ignorait, de l'argent que j'avais discrètement mis de côté avec la monnaie des courses au fil de ces 2 années. 400 € et un diplôme universitaire qui prenait la poussière depuis trop longtemps. Alors j'ai fait ce que j'aurais dû faire 3 ans plus tôt. J'ai élaboré un plan. J'ai appelé mon amie Juliette, ma plus vieille amie, celle qui s'inquiétait doucement et prudemment pour moi depuis des années sans jamais insister au point de me faire fuir. Je l'ai appelée depuis ma voiture, garée à 2 rues de la maison, le moteur allumé. Je lui ai tout raconté. Elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Elle a juste demandé « d'accord, de quoi as-tu besoin ?» Au cours des 6 semaines suivantes, Juliette m'a aidé à mettre mon CV à jour. J'ai postulé à des offres d'emploi en ligne en utilisant son adresse. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans un autre établissement. J'ai commencé à rassembler discrètement mes documents, ma carte vitale, mon passeport, des copies de nos relevés bancaires communs, tout ce dont je pourrais avoir besoin. Je gardais tout chez Juliette. Je n'en ai parlé à personne. Et j'ai attendu. Mon mari, pendant ce temps, prenait de l'assurance. Ses rentrées tardives sont devenues plus fréquentes. Il a commencé à voyager pour le travail, ou du moins à le prétendre. Il s'est acheté de nouveaux vêtements. Il semblait sincèrement plus heureux. Ce bonheur si particulier de l'homme qui croit s'en tirer à bon compte. Ma belle-mère a remarqué ce changement en lui et l'a mis sur le compte d'une baisse de stress au travail. J'ai hoché la tête, j'ai débarrassé les assiettes et je n'ai rien dit. Puis, un jeudi soir, mon mari est rentré, s'est assis en face de moi à la table de la cuisine et m'a dit, avec ce calme raisonnable et exaspérant qui le caractérisait, qu'il avait invité une collègue à séjourner dans la chambre d'amis pour quelques semaines. L'entreprise qui gère son immeuble fait des travaux de rénovation, a-t-il expliqué. Elle avait besoin d'un logement temporaire. J'espère que ça ne te dérange pas. Je l'ai regardé pendant un long moment. Bien sûr, ai-je répondu, tout ce qu'il te faut. Ses épaules se sont affaissées de quelques centimètres, soulagé. Il s'était préparé à une dispute, ai-je réalisé. Il ne me connaissait plus très bien. Camille est arrivée un samedi après-midi avec 2 valises de créateur et cette aisance naturelle qui vient du fait d'être très belle et de le savoir depuis longtemps. Elle avait la trentaine, les cheveux bruns, et ce genre de sourire qui n'a pas le même effet sur un mari que sur une épouse. Ma belle-mère a été sous le charme en moins de 4 minutes. Elle a dit que Camille lui rappelait quelqu'un, sans préciser qui. J'ai eu envie de lui faire remarquer que Camille ne lui rappelait personne qui avait sa place dans cette maison, mais j'ai préféré sourire. Cette première semaine fut d'une humiliation si particulière que je ne la décrirai pas en détail, car je ne veux pas lui accorder plus de place qu'elle n'en mérite. Il y avait des regards échangés de l'autre côté de la table que j'étais censé voir. Il y avait des commentaires subtils, qu'on pouvait facilement nier, sur ma cuisine, mes vêtements, mon manque apparent d'ambition. Ma belle-mère a commencé, l'air de rien, à s'en remettre à Camille pour les discussions de la maison, de la même façon qu'elle ne s'en remettait autrefois qu'à elle-même. Mon mari riait aux blagues de Camille avec cette spontanéité décontractée que je n'avais pas vue chez lui depuis des années. Je souriais. J'étais toujours très doué pour sourire. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le mercredi précédent, j'avais accepté une offre d'emploi. Responsable marketing dans une agence de l'autre côté de la ville, avec un poste plus élevé et un meilleur salaire que celui que j'avais quitté 3 ans plus tôt. Je devais commencer dans 3 semaines. Juliette et moi avions trouvé un appartement abordable, près de mon travail, libre le 1er du mois. J'avais consulté, brièvement et discrètement, une avocate spécialisée en droit de la famille, une femme d'un grand calme nommée Maître Sylvie, qui portait des lunettes de lecture sur une chaînette en perles et parlait de la séparation des biens avec la même banalité que d'autres parlent de la météo, de manière factuelle, en mentionnant parfois ce à quoi je devais m'attendre. Tout était en place. J'attendais le bon moment. Ce que je n'avais pas prévu, et je veux être honnête à ce sujet car les meilleurs moments de cette histoire ne sont pas de mon fait, c'était Antoine. Antoine était le cousin de Juliette. Je l'avais rencontré une fois à sa fête d'anniversaire 2 ans plus tôt, avant que je ne me retranche si profondément dans cette maison que j'avais cessé d'aller aux anniversaires. Il était en ville pour le travail et séjournait chez Juliette pour le week-end.
Quand je suis passé un samedi pour déposer des documents, il préparait du café dans la cuisine et nous avons discuté pendant 1 heure et demie à table sans même voir le temps passer. C'était facile de lui parler. Il était drôle sans essayer de l'être. Il me posait des questions et écoutait vraiment mes réponses. Je suis rentré chez moi en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps que j'avais presque oublié comment ça s'appelait, l'impression d'être moi-même. Je veux être clair sur ce qu'Antoine était et n'était pas. Il n'était pas un pansement émotionnel. Il n'était pas un plan de secours. Il n'était pas un moyen de pression. C'était une personne qui me traitait comme quelqu'un digne d'intérêt, et à ce stade précis de ma vie, c'était presque incroyablement rare. Nous avons échangé nos numéros. Nous nous sommes envoyés des messages. C'était nouveau et prudent, et aucun de nous ne précipitait les choses. Mais quand tout a éclaté, il était là. Et ça, c'est important. 2 semaines après l'emménagement de Camille, ma belle-mère a annoncé qu'elle organisait un petit dîner, quelques voisins, un ami de la famille, une occasion pour tout le monde d'apprendre à mieux connaître Camille. Comme si le reste d'entre nous avait besoin d'une occasion officielle pour une chose qui se déroulait dans ma propre cuisine depuis 14 jours. J'ai accepté, parce qu'à l'époque, j'acceptais tout. Et j'ai aussi accepté parce que j'avais réalisé, dans le calme de la semaine précédente, que ce dîner allait être le moment idéal. J'ai envoyé un SMS à Antoine. Je lui ai expliqué, brièvement et honnêtement, que j'allais clore un chapitre de ma vie et que j'aurais bien besoin d'un visage amical. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il a demandé, à quelle heure? Je lui ai dit 19h30, un peu après le début du dîner, parce que je voulais qu'il franchisse la porte exactement au bon moment. Je ne savais pas à quoi ressemblerait le bon moment, mais j'étais sûr de le reconnaître. Le dîner s'est passé exactement comme je l'avais imaginé. Camille portait une robe rouge. Ma belle-mère avait préparé son fameux bœuf bourguignon, qu'elle n'avait pas cuisiné pour mon anniversaire depuis 3 ans. Mon mari a servi le vin de Camille avant le mien. Les voisins étaient chaleureux et complètement ignorants de la situation, discutant des nouveaux lotissements sur la Nationale 7 et se demandant si l'école primaire allait avoir de nouveaux terrains de foot. J'étais assise à la table que j'avais dressée, je mangeais le repas que j'avais aidé à préparer et je regardais mon propre mariage se dérouler sans moi en me disant « bientôt ». À 19h25, mon téléphone s'est allumé. Antoine était dehors. Je me suis levé, j'ai essuyé ma bouche avec ma serviette et j'ai dit que j'avais oublié de prévenir que j'avais invité un ami ce soir-là. J'espérais que cela ne dérangeait personne. Les yeux de mon mari se sont posés sur moi un instant avec ce qui aurait pu ressembler à de la surprise. Ma belle-mère m'a regardé comme si j'avais annoncé que j'allais réorganiser tous les meubles de la maison. Camille n'a rien dit. Elle regardait son verre de vin. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Antoine se tenait sur le perron, en veste, tenant une bouteille de vin que je ne lui avais pas demandé d'apporter, et il a souri en me voyant, de cette façon dont sourient les gens quand ils sont vraiment heureux de vous voir. Je me suis écarté et j'ai dit « Entre ». Ce qu'il fit. J'ai observé Camille depuis l'autre bout de la pièce. Je la regardais comme on regarde une chose dont on veut se souvenir avec précision, comme on regarde la fin d'un film qu'on sait qu'on n'oubliera jamais. Je l'ai vu lever les yeux quand nous sommes revenus dans la salle à manger. J'ai vu son coup d'œil se transformer en regard fixe. J'ai vu la couleur de son visage changer, non pas pour virer au rouge, mais pour quelque chose de bien plus intéressant, une sorte de pâleur blême, le teint de quelqu'un de pris au piège, comme si elle venait d'entendre un bruit inexplicable. Puis elle a prononcé son prénom, doucement, pas un cri comme je l'avais imaginé, mais un mot qui est tombé dans la pièce comme quelque chose de lourd. Antoine? Antoine s'est arrêté de marcher. Il l'a regardé comme on regarde quelqu'un à qui on n'a pas pensé depuis un moment, et à qui soudain, on ne peut s'empêcher de penser. Camille, a-t-il dit. Sa voix était parfaitement neutre. Qu'est-ce que tu fais ici? La table est devenue très silencieuse. Les voisins ont échangé un regard. Ma belle-mère a posé sa fourchette avec un petit cliquetis sec. Je n'aurais jamais pu scénariser ce qui s'est déroulé dans les 10 minutes suivantes. Camille et Antoine avaient été mariés. Au passé. Leur divorce avait été prononcé à peine 4 mois plus tôt après qu'elle a, selon la description très calme et factuelle qu'Antoine en a faite plus tard, quitté leur appartement pour poursuivre, comme il l'a dit, d'autres arrangements. Il ignorait la nature de ces arrangements. Il ne savait pas chez qui elle logeait ni pourquoi. Il se doutait apparemment qu'elle voyait quelqu'un.
Il ne se doutait pas qu'il se retrouverait dans la salle à manger de ce quelqu'un un jeudi soir avec une bouteille de Bordeaux. Mon mari ne disait rien. Il s'était figé sur sa chaise, comme se figent les gens qui essaient de comprendre si ce qui est en train de se passer est réellement en train de se passer. Ma belle-mère regardait Camille avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Une incertitude lente et interrogatrice, comme des fondations qui découvrent qu'elles reposent sur un sol meuble. Camille s'est levée de table. Elle a dit qu'elle pouvait tout expliquer. Elle a regardé Antoine, puis mon mari, puis ma belle-mère, puis juste une fois, brièvement, moi. Je lui ai rendu son regard, paisiblement. Je dois aller aux toilettes, a-t-elle dit, et elle est sortie de la salle à manger. 30 secondes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée. Mon mari a repoussé sa chaise et s'est levé. Il a prononcé son prénom une fois en direction de l'endroit où elle était partie. Puis il s'est rassis. Il n'est pas allé la chercher. C'était là, d'une certaine manière, la chose la plus triste que j'avais jamais vue chez lui. Ni la cruauté, ni les mensonges, mais ça, quand le moment décisif est arrivé, il s'est simplement rassis. Les voisins ont pris congé environ 20 minutes plus tard, avec la politesse pressée et habile des gens qui viennent d'assister à un événement dont ils vont parler pendant les 6 prochains mois. Ma belle-mère a commencé à débarrasser la table. Personne n'a parlé de ce qui venait de se passer. J'ai trouvé ça presque drôle. Je suis monté à l'étage et j'ai terminé ce que j'avais discrètement commencé 2 soirs auparavant. J'ai fait un seul sac, non pas parce que c'était tout ce que j'emportais, mais parce que c'était tout ce dont j'avais besoin pour ce soir-là. Le reste était déjà réglé. L'appartement, le travail, les papiers chez Juliette. 3 ans de patience discrètement assemblés vers la sortie. Je suis redescendu avec le sac sur l'épaule. Mon mari était dans le salon. Il a regardé le sac, puis m'a regardé, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu l'impression qu'il me voyait vraiment. « Où vas-tu » a-t-il demandé. « Je pars » ai-je répondu. « Il faut qu'on en discute. » « On aurait dû en discuter il y a des années » ai-je rétorqué. « J'ai une avocate. Elle s'appelle Maître Sylvie. Tu auras de ses nouvelles la semaine prochaine. » Il a commencé à dire quelque chose. J'ai vu sa bouche s'ouvrir, puis il s'est arrêté. Peut-être a-t-il vu dans mon expression qu'il n'existait aucune version de cette conversation où je changerais d'avis. Ou peut-être qu'il était juste fatigué. Je n'en sais rien. J'ai arrêté d'avoir besoin de le comprendre aux alentours de la 6e semaine où Camille dormait au bout du couloir. Ma belle-mère se tenait sur le pas de la porte de la cuisine. Elle tenait un torchon. Pour la première fois en 3 ans, elle avait l'air de ne pas savoir quoi me dire. J'ai pensé à lancer une pique, quelque chose qui ferait mouche. J'y ai renoncé. Elle allait avoir bien assez de choses auxquelles réfléchir. Bonne nuit, ai-je dit. J'ai franchi la porte d'entrée et je ne me suis pas retourné, non pas pour jouer la carte du drame, mais parce qu'il n'y avait sincèrement plus rien derrière moi que j'avais besoin de voir. Antoine était toujours dans l'allée. Je ne lui avais pas demandé de m'attendre. Il l'avait fait quand même. « Ça va » a-t-il demandé. Je suis resté là une seconde dans l'air frais de la nuit et j'ai fait le point. J'avais un sac. J'avais un nouveau travail qui commençait dans 11 jours. J'avais la clé d'un appartement sur mon trousseau, une avocate du nom de Sylvie, et une amie appelée Juliette qui n'avait jamais cessé de croire que j'allais retrouver le chemin vers moi-même. Oui, ai-je dit, et je le pensais d'une manière dont je n'avais pas pensé une réponse simple depuis très longtemps. Je vais vraiment bien. Il m'a conduite chez Juliette ce soir-là. Nous avons parlé pendant tout le trajet, avec cette aisance naturelle des gens qui ont quelque chose de réel à construire, et non quelque chose de désespéré à quoi s'accrocher. Je n'ai pas pleuré avant d'être rentré à l'intérieur et que Juliette me serre dans ses bras. Et là, j'ai pleuré un bon moment, pas vraiment de tristesse, mais de ce soulagement si spécifique que l'on ressent quand on dépose un fardeau qu'on porte depuis si longtemps qu'on a oublié qu'on n'était pas censé le porter. Le divorce n'a pas été simple. Les divorces ne le sont jamais. Maître Sylvie a été aussi calme et méthodique qu'on me l'avait promis, et mon mari s'est montré plus coopératif que ce à quoi je m'attendais, sans doute parce qu'il devait faire face à son propre bilan. Il s'est avéré que Camille voyait 2 autres hommes en plus de lui. L'ironie d'un homme trompé par sa maîtresse ne m'a pas échappé, et je dois avouer que je me suis accordé exactement un seul petit rire silencieux à ce sujet, seul dans mon nouvel appartement, avant de clore définitivement ce chapitre. J'ai commencé mon nouveau travail un lundi matin.
J'ai pris le métro. Je portais une veste de tailleur achetée avec le premier salaire de mon nouveau compte, je me suis assise à un bureau qui était le mien, dans une entreprise où personne n'avait besoin que je me fasse toute petite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé. C'était il y a 8 mois. Je tiens à adresser un message direct à tous ceux qui m'écoutent et qui se trouvent au beau milieu de leur propre version de ce que je viens de décrire. Pas la partie avec la maîtresse, ni le rebondissement du dîner, mais la partie qui précède tout cela. Les 3 années à vous faire tout petit, l'abandon progressif de votre travail, de votre argent, de vos amitiés, de votre propre nom sur vos propres comptes bancaires, cette partie-là. Vous n'êtes pas stupide d'être resté. Je n'étais pas stupide de rester. Nous faisons ce qui nous semble propice à la survie sur le moment, et parfois la survie ressemble beaucoup à l'immobilité, et l'immobilité peut ressembler à de la résignation, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est juste attendre d'avoir bâti des fondations suffisamment solides sur lesquelles s'appuyer. Mais voici ce que je sais aujourd'hui. Les fondations doivent être les vôtres, pas les siennes, pas les leurs. Gardez votre travail ou reprenez-le. Gardez vos comptes ou ouvrez-en de nouveaux. Gardez un ami qui vous dit la vérité, même quand vous ne voulez pas l'entendre. Ces choses ne sont pas des détails. Ces choses sont primordiales. Juliette dit que ma voix a changé maintenant. Je lui ai demandé de quelle manière, et elle a réfléchi une seconde avant de répondre, « Tu es redevenu toi-même. » Je lui ai dit que je prenais le compliment. Ça me va très bien.